Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous accueillons un économiste, Jean-Paul Tisserand. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs. Je le disais, vous êtes Jean-Paul Tisserand, économiste, ancien porte-parole économique et social du Front National et du CAPECO, qui était l'instrument économique du Front National pendant 2 campagnes présidentielles. Vous l'avez quitté pour rejoindre le Centre national des indépendants et des paysans. Vous présentez cet ouvrage, Front National, un économiste militant dans la tourmente aux presses de la délivrance. Je le disais, vous avez quitté le Front National et vous pointez dans ce choix directement l'attitude de Marine Le Pen, sa présidente. Quel était le problème ? Le problème est apparu peu à peu au fil du temps, au plus nous approchions de l'élection présidentielle. De 2017. De 2017, oui. La commission économique du Front National, en abrégé CAPECO, formulait un certain nombre de propositions, d'études, effectuait un certain nombre de recherches sur des thèmes pouvant faire l'objet d'insertion dans le programme du Front National. Certains de ces thèmes étaient d'une importance particulièrement grande, en particulier la question de la réforme des banques, la réforme de la définition des banques. Très intéressant. Et je les mentionne au passage, et puis avant tout la question de la sortie de l'euro. Et sur ces questions, des développements importants ont été conçus, notamment par moi-même et par d'autres personnes. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait il y avait dans tout ce processus un grand absent. C'était la direction du Front National. Et j'ai pensé que la question ne portait que sur mes propres réalisations, mais je me suis rendu compte, en discutant avec les autres membres de la commission, que tout ce que nous faisions atterrissait, on ne sait tout, mais n'était jamais pris en compte. Le problème n'était pas que nos travaux fussent validés, bien sûr, mais simplement qu'ils fussent pris en compte, qu'ils fussent simplement entendus. Sinon, tout ce que nous faisions ne servait à rien. Et quand il s'agissait de questions très importantes, c'était extrêmement gênant, d'autant plus qu'il n'y avait pas forcément une autre force de proposition, une véritable alternative. Éventuellement, il en a été ainsi jusqu'aux Horaces, mais l'apport des Horaces a été, en définitive, assez limité. C'était un cercle de hauts fonctionnaires présidé par Jean Messia. Oui, voilà. Alors que chez nous, il y avait différentes personnes. Oui, vous aviez, par exemple, Jean-Richard Schulzer, qui est un économiste, un universitaire compétent. Ancien doyen de Paris-Dauphine. Doyen de Paris-Dauphine. Vous aviez Bernard Monod, que nous avons reçu sur ce même plateau, qui a quitté aussi. Je m'interroge sur la propension qu'a le Rassemblement national à perdre des compétences qui sont précieuses dans le combat qu'il mène, me semble-t-il, mais bon, je ne suis pas dans la décision. Jean-Paul Tisserand, je cite un passage de votre livre, « Un mouvement politique confronté à la coalition contre lui de la quasi-totalité des groupes de pression se doit de présenter un discours global ». C'était quoi pour vous ce discours global que la direction du Front devait avoir ? Un discours global, c'est tout simplement un discours sur toutes les questions importantes, voire un certain nombre de questions secondaires. Et je précise également dans mon livre que, à mon sens, ce discours global doit être particulièrement étayé, particulièrement argumenté, quand on n'est pas seulement un mouvement politique qui vise à obtenir une alternance en restant globalement dans le cadre d'un système existant, dans le système pour faire court, mais quand il s'agit d'un mouvement qui conteste un certain nombre de fondements du système. Là, il faut non seulement être bon, mais meilleur que les autres. Oui, mais alors, vous entendre, on a l'impression donc que vous étiez plus sur une position hors système et que finalement, le mouvement national était plutôt enclin à accepter le système, finalement. S'agissant de la question particulière, mais tout de même cruciale, de la sortie de l'euro, je ne dirais pas cela. Là-dessus, il y avait tout de même un accord global au sein aussi bien de la direction du Front National qu'au sein du CAPECO, après les modalités de sortie de l'euro
était conçu de façon très différente. Ça, vous préférerez peut-être que nous y revenions ensuite. Nous y reviendrons sur cette question de l'euro qui est fondamentale et que nous avons amplement traitée sur ce plateau, avec des économistes aussi différents que Jacques Sapir, Charles Gave et tant d'autres encore. On voit de nouveau Jean-Paul Tisserand se profiler pour le deuxième tour de la prochaine élection présidentielle. Un duel entre Marine Le Pen et le président Emmanuel Macron. Et pourtant, vous qualifiez le Front National d'astre mort de la politique. Oui, astre mort. Le jugement est sévère, quand même. Le jugement est sévère, mais il est étayé. Je ne dis pas ça pour le plaisir de faire une formule. Et puis j'aimerais tellement, de toute façon, ne jamais avoir eu à écrire ce livre. Et que tout se soit passé différemment. Mais un astre mort, pourquoi ? Eh bien, un astre mort ou un trou noir, si vous préférez. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une force immense derrière le Front National ou le Rassemblement National, le RN, la force du mécontentement, voire dans nombre de cas du désespoir des Français. Donc il y a un potentiel électoral et de toute façon, ce potentiel électoral s'exprime de cette façon. Il est là, et il est toujours là. Il s'exprime à travers une structure qui n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été, que ce soit en nombre d'adhérents, en potentiel militant, en potentiel en force de réflexion, et donc une structure particulièrement faible. Les partis politiques, on s'en rend bien compte quand on les connaît un peu, sont tous plus ou moins des PME, des petites et moyennes entreprises. Mais certains ont plus de répondants tout de même que d'autres, et du côté de ce qu'est le Front National, le RN en tant que structure, il y a une réelle faiblesse, également faiblesse financière, avec les grosses épées de Damoclès qui sont suspendues au-dessus du RN. Est-ce qu'on peut également parler de faiblesse en parlant du parti présidentiel, La République En Marche ? Également, oui, on le voit avec les différents départs qu'on a observés, surtout très récemment, le départ de Persson en particulier, oui, et on l'a vu aussi de manière plus lointaine, presque depuis les débuts du quinquennat, avec les innombrables bourdes d'Emmanuel Macron lui-même, les bourdes multiples et parfois monstrueuses des personnes dont il s'est entouré. On a de toute façon, sur longue période, une très nette dégradation du niveau des politiques. Bruno Maigret le constatait encore récemment. Voilà, j'allais vous le dire, dans une interview au Point, oui. Bruno Maigret, qui n'est plus dans la politique, faisait ce constat. La classe politique française, toute catégorie confondue, est désespérément faible. Oui. Alors, est-ce que ça n'est pas à la mesure, justement, de la société, de l'évolution de l'intelligence, de la formation, des universités, des écoles? Est-ce que c'est lié à la mondialisation? Comment expliquer cet abaissement du niveau général de la classe politique? C'est une vaste question. Oui. Elle pourrait faire l'objet, elle toute seule, d'une émission. Mais... Oui, c'est une vaste question. Bon, moi, je vois quand même un certain nombre d'éléments de réponse. On se pose aussi des questions sur la baisse du quotient intellectuel moyen. Oui. Mais en tout cas, j'ai une première réponse toute bête, qui est l'omniprésence des écrans dans la vie, qui se traduit par une moindre capacité d'attention, une moindre capacité à réaliser des œuvres de long terme également, une vie qui est plus dans l'instant, quelle que soit la sympathie critique qu'on puisse avoir pour Trump, il est quand même dérangeant que le président de la plus grande puissance du monde passe une partie de son temps à faire des tweets. Quand on a de telles responsabilités, on n'a pas de compte Twitter. Je ne crois pas, à ma connaissance en tout cas, que Vladimir Poutine ait un compte Twitter. Non, en effet, oui. Erdogan non plus, quoi qu'on pense d'Erdogan. Oui. Quant à Xi Jinping, lui non plus, je pense. Oui. Jean-Paul Tisserand, je vous cite une nouvelle fois sur « Seule l'union de la droite pourra assurer la pérennité de notre nation ». Sur quel socle envisagez-vous une union des droites ? Ma foi, c'est un socle très simple. Pourquoi ? Parce qu'au point où nous en sommes, il faut penser aux grandes mesures de salut public et aussi à ce qui peut rassembler les droites. Quelle est la mesure numéro 1 ? La première mesure de salut public, parce que de celle-ci dépend tout le reste, c'est la fin de l'immigration. Et même, on peut dire, la fin de l'invasion migratoire,
En quoi consiste-t-elle? Là aussi, c'est assez simple. En l'abrogation du regroupement familial et l'abrogation du droit du sol. Une fois que l'on a dit ça, on n'a pas sauvé la France. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Mais on a posé une condition nécessaire, la condition nécessaire primordiale pour sauver la France. C'est ce point sur lequel la droite libérale doit faire effort pour avancer, se rapprocher du Rassemblement national. Parce que je critique la direction du RN, beaucoup plus que je ne critique le RN lui-même, et de toute façon, nous parlions d'un astre mort, en effet, mais il est là, il a un potentiel électoral, il est nécessaire à l'union de la droite. Un autre pas, qui est un pas, entre guillemets, négatif, a déjà été fait par le RN lui-même, et j'y ai, à ma place, un peu participé dans les tout derniers temps où je faisais partie du RN, ça a été l'abandon de la sortie de l'euro. Il peut vous paraître paradoxal que je dise cela parce que j'ai été l'un des artisans du plan de sortie de l'euro, mais compte tenu de la manière dont tout cela s'est développé, l'abandon de la sortie de l'euro était la seule possibilité, c'était la seule pierre que le RN pouvait apporter en vue d'une union de la droite. Et pourquoi une union de la droite? Eh bien parce que l'union des patriotes, transcendant la droite et la gauche, a manifestement échoué. Nous en avons eu une expérience in vivo avec l'élection présidentielle, parce que ce qui a été très important dans cette élection présidentielle, au second tour, a été de constater que l'électorat mélenchoniste ne se reportait pas sur Marine Le Pen. Je ne parle pas, et je crois que la distinction est importante, de la direction de l'appareil mélenchoniste, qui clairement était hostile à Marine Le Pen au RN, mais des électeurs eux-mêmes. Et là a été tracé très clairement un constat d'échec de l'union des patriotes, de droite et de gauche, donc il ne reste que l'union de la droite. Et la question a été forte et prégnante avant l'élection, parce que d'aucuns rêvaient de ce que le populisme de gauche vota pour Marine Le Pen. Oui. Or, il était clair dès l'origine qu'il ne le ferait pas. Ce populisme de gauche ne pouvait pas voter pour elle. Et c'était l'erreur qui a, je pense, infléchi aussi le programme. Oui. Dans une certaine mesure, ce programme a ménagé la chèvre et le chou du côté du rôle de l'État, des nationalisations, de ce qui pouvait ressembler à une forme d'autorité économique de l'État qui plaît quand même à un certain électorat mélenchoniste. Oui. Et ça a donc eu des conséquences, à mon avis, sur, qu'en pensez-vous, je ne sais pas, sur le programme. Il y avait une tentation, en tout cas, de ce côté-là. Oui, il y a eu, à mon sens, la convergence entre deux points, deux grandes orientations plutôt. D'abord, les convictions de Florian Philippot. On peut avoir un œil extrêmement critique sur le personnage, mais tout de même, il a des convictions, que je ne partage pas, mais il en a. Et donc, il est arrivé au Front National avec ses convictions extrêmement étatistes, d'une part, et d'autre part, il y avait une stratégie électorale, qui d'ailleurs a réussi, de captation d'un électorat, en préconisant des mesures sociales extrêmement dépensières, un accroissement encore surenchérissant sur ce qui existe déjà du rôle de l'État, et c'est quelque chose qui a fonctionné. Et cette stratégie électorale peut faire penser, toute chose égale par ailleurs, à la stratégie reaganienne, à l'époque où Ronald Reagan, avant l'élection présidentielle de 1980, a réussi à capter l'électorat démocrate sudiste de droite, qui, par tradition, par automatisme, par atavisme, continuait à voter démocrate, alors que le Parti démocrate, y compris dans le Sud, était de gauche. Absolument. Simplement... Et ça reste encore aujourd'hui, puisqu'une partie du Sud, anciennement démocrate, vote maintenant républicain. Oui, resté, ça a été très durable. Ça a été inscrit dans la durée. Mais là où, à mon avis, il y a une différence majeure, c'est que Reagan a construit sur du roc, puisqu'il a proposé, au fond, aux démocrates du Sud, un programme de droite, un point, c'est tout. Sans faire de promesses intenables. Alors que, par construction, quand on proposait aux électeurs des couches populaires un programme de gauche, sous l'estampille du Front National,
mettait en avant des promesses pratiquement intenables. Ce contre quoi je me suis d'ailleurs un peu élevé en interne, mais ma parole ne pouvait pas porter beaucoup. Jean-Paul Tisserand, au sein de ce CAPECO du Front National, vous vous êtes penché sur deux questions fondamentales, un projet de réforme bancaire et le plan de sortie de l'euro. C'est ce qui fera l'objet des 2 et 3e parties de notre émission. On va faire tout de suite une pause. Toujours en compagnie de notre invité Jean-Paul Tisserand sur ce projet de réforme bancaire, je l'évoquais avant la pause. Vous estimez qu'il était de nature à effrayer les Français, raison pour laquelle la direction aurait écarté ce projet. Qu'y avait-il de si effrayant ? Eh bien, ce projet que j'ai mis en œuvre a pris deux formes. Une première qui était, je dirais, un résultat simplifié, qui était une proposition de loi qui avait été présentée à Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen, visant à amender... Oui, parce qu'ils étaient députés à l'époque. Oui, ils étaient députés, visant à amender le projet de ce qu'on a appelé la séparation bancaire, qui, au cours d'une audition qui a été très emblématique, faisait sourire les représentants du secteur bancaire qui étaient appelés en tant qu'observateurs ou témoins, qui étaient auditionnés par l'Assemblée nationale. Ils étaient très à l'aise. Eh bien, parce que le projet parce que la loi de séparation bancaire n'a eu que des conséquences très marginales en regard de ce qui était proclamé. Alors, il faut dire à nos téléspectateurs ce que ça signifie. Séparation entre banque de dépôt et banque d'affaires. Oui. Gros, c'est l'esprit de cette loi qui avait été prise aux États-Unis sous Roosevelt, le Glass-Steagall Act, et qui a été abolie dans toutes les démocraties. Oui. Mais si les banquiers souriaient, c'est qu'ils avaient déjà le pouvoir. Ils avaient déjà... Alors, Macron, c'est le pouvoir bancaire dans une certaine large mesure. Oui. Et c'est pour ça qu'il souriait, parce qu'il savait que... Mais ça, c'était en 2013. Oui, alors c'était avant que Macron ne fût élu, en effet. Mais il n'est pas de jour où, dans une émission avec Pierre Jovanovic, nous évoquons la plaie des banques, qui est un vrai problème. Et vous avez eu raison de vous attaquer à ce problème. Parce que nous avons des développements aujourd'hui qui font que, dans l'opinion, le mot bankster a une forte signification. J'ai rarement rencontré des gens favorables à leur banquier. Cette séparation, Jean-Paul Tisserand, entre établissements de dépôt, opérations sur les marchés et les établissements de prêt en 3 établissements différents, c'est ce qui a prévalu en France entre 1930 et 1980. C'est un système que vous préconisez. Pourquoi est-on passé d'un système de spécialisation des banques à un système où les banques, au système dit des banques universelles? On a considéré essentiellement qu'une banque universelle pouvait proposer toute une gamme de produits à ses clients, ce qui est un argument en faveur des banques universelles. Mais tout de même, ce mode d'organisation a été contesté. Il y a eu le rapport Vickers, le rapport Liikanen. Ce mode d'organisation a été contesté, a daté de la crise des subprimes, la crise de 2008, exactement, avec des signes avant-coureurs en 2007. Maintenant, les propositions que j'ai faites allaient plus loin que les rapports Vickers ou Liikanen, et à plus forte raison, plus loin que la loi de séparation bancaire française. Même si je ne dirai jamais, comme a pu le dire François Hollande, que la finance est mon ennemi. La finance est là, elle a son rôle, mais encore faut-il la surveiller. Elle n'est pas votre ennemie, mais elle était la grande amie de M. Hollande. Oui. Alors là, je crois qu'il y a un problème que nous avons beaucoup évoqué ici, avec Jean-Pierre Chevalier par exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Parce qu'on voit bien que les banques françaises et européennes en général sont en engagement très au-delà de leurs fonds propres. Par exemple, la Société Générale, aujourd'hui, nous sommes autour de 40 à 45%, ce qui la fragilise considérablement, alors que toutes les banques américaines sont dans les rapports 10% à peu près. Oui. Bon. À cause de l'aventure de Lehman Brothers. Parce que, comme disait Jean-Pierre Chevalier, nous sommes au pays des cow-boys, et là on a sorti les flingues et on a dit on va flinguer Lehman Brothers pour calmer les banques.
Bon, est-ce que vous aviez des propositions sur l'effet de levier? Est-ce que vous avez cherché dans cette direction? Absolument pas, la logique était radicalement différente. Il y a dans ce domaine, si l'on veut border strictement le secteur bancaire, il y a deux voies possibles. Une voie classique qui consiste, et c'est la voie qui a été choisie en définitive, la séparation bancaire telle qu'elle a été mise en œuvre en 2013, on peut la passer par pertes et profits, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ni de portée. Mais en revanche, en Europe, ont été quand même renforcés les fonds propres d'une façon très, très importante. La différence entre les ratios de levier aux États-Unis et en Europe, certes, s'explique par des données objectives, par des réalités, correspond à certaines réalités, mais tout de même vient aussi du fait que la comptabilité bancaire américaine compense un certain nombre de postes, donc la différence n'est quand même pas si grande. Mais on a ce moyen classique de renforcer les banques et on a demandé réellement beaucoup d'efforts aux banques. Ça, on ne peut pas le nier. Mais j'ai préconisé quelque chose de différent. J'ai préconisé d'agir non pas sur les fonds propres et sur la réglementation en la rendant plus sévère, mais plus stricte, mais sur le mode d'organisation du secteur. Et donc j'ai préconisé, comme vous l'évoquiez, une séparation des établissements, des banques actuelles, en 3 catégories d'établissements. Je vais vous citer cela rapidement, je ne peux pas trop développer. Mais d'une part, des banques d'affaires, d'autre part, des établissements de dépôt qui ne seraient même plus vraiment des banques parce qu'ils ne pourraient pas prêter, ils n'auraient que des fonctions de collecte des dépôts des particuliers et des entreprises, des dépôts à vue, et puis entre deux, ce qui correspond aux banques telles que nous les connaissons, c'est-à-dire des établissements qui accorderaient des crédits, hors les activités d'affaires et les activités spéculatives, mais qui ne collecteraient pas de dépôts. La jonction entre les 3 parties serait effectuée par le marché interbancaire. Alors la différence avec le système actuel, c'est que d'une part déjà les établissements de dépôt ne pourraient pas, quasiment pas faire faillite. Si jamais cela arrivait, l'État, par l'intermédiaire de la Banque de France, ou éventuellement à l'échelle européenne de la BCE, mais j'avais conçu mon projet bien sûr dans un cadre national, la Banque de France interviendrait massivement pour venir au secours des établissements de dépôt, parce que les dépôts à vue seraient garantis sans aucune limite par la Banque de France. Ce qui était un peu le système qui existait avant 84, avant les années 80. Oui, ça n'allait quand même pas aussi loin. On n'avait pas une catégorie d'établissements purement et simplement cantonné dans une activité de collecte des dépôts sans crédit. L'idée étant que contrairement à une banque universelle, quand on aurait une faillite bancaire, et dans ce système on pourrait en avoir, mais si l'on en avait une, on saurait très rapidement où sont les risques et où sont les problèmes, alors que dans une banque universelle, on a un système, et quoi qu'on en veuille, c'est obligatoire de toute façon, c'est la logique du système, le banquier tient en otage les dépôts des particuliers. Et si ces activités de crédit, et à plus forte raison ces activités spéculatives, causent des déboires, voire une faillite, eh bien, le banquier se tourne vers l'État et vers la Banque centrale en disant « si vous ne venez pas à mon secours, les dépôts des particuliers vont s'envoler ». Qu'est-ce qui se serait passé, Jean-Paul Tisserand, si les activités des banques avaient été séparées lors de la crise de 2008 ? On n'aurait pas eu une crise bancaire de cette ampleur à l'échelle mondiale. Mais là, on parle des États-Unis aussi. Mais admettons que cette loi... À l'échelle de la France, si la France avait fonctionné avec un système de banques spécialisées. Oui, bon, déjà à l'échelle des États-Unis, on n'aurait pas eu cette panique qu'on a vue à l'échelle mondiale, parce qu'on aurait vu où étaient les risques très rapidement. Et chez Lehman Brothers, il y a eu plutôt un problème de liquidité au départ que de solvabilité. Le ratio de solvabilité de Lehman Brothers, c'était correct. Et pour la France, on n'aurait probablement pas dû recapitaliser autant les banques qu'on l'a fait. Parce que si vous savez où sont les risques, et si vous savez ce qui est précisément garanti, vous avez moins besoin d'affecter des fonds propres aux banques. Mais maintenant, cette voie a été choisie. En 2020, je ne préconise plus la scission des banques en 3, parce que ça ferait double emploi avec la forte augmentation qui a été imposée aux fonds propres des banques. On leur demanderait pour le coup beaucoup trop, mais
Il n'en reste pas moins que je suis toujours convaincu qu'un système fondé sur la scission des banques, sur la séparation des banques, est intrinsèquement plus solide qu'un système fondé sur le renforcement des fonds propres. Et je me réfère notamment à l'exemple de Lehman Brothers que je vous citais. Très bien. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, la titrisation de créances plus ou moins irrecouvrables, plus ou moins toxiques, aurait pu ne pas circuler dans le système bancaire comme elle a circulé dans la crise de 2008 s'il y avait eu séparation? De ce point de vue précisément, je pense que ça n'aurait rien changé. Les établissements de crédit ne collectant pas de dépôts auraient parfaitement pu acheter des titres. En revanche, même si on n'est pas même si on sort de la séparation stricte, du strict domaine de la séparation bancaire, on aurait pu avoir des dispositions du même esprit en matière d'organisation de la titrisation, pour réglementer la titrisation, parce que le gros problème qui a provoqué la crise des subprimes a été que l'on ne savait pas où étaient les risques. On avait créé des actifs qui comportaient des tranches d'actifs risqués, noyés dans des masses d'actifs qui ne l'étaient pas, ou quasiment pas, mais personne ne le savait plus. On avait, j'ai envie de dire naïvement, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, mais admettons-le par gentillesse, on avait voulu augmenter, améliorer un peu la performance de ces titres en y mettant quelques tranches d'actifs risqués, mais le résultat était que, dans le doute, on s'est mis à survendre tous ces titres. De toute façon, la vie financière... Oui, parce que dans les bons, on ne savait pas quelle était la proportion de mauvais. En matière financière, de toute façon, en matière de crise financière en particulier, quand on n'arrive pas à cerner les risques, rien n'est résolu et la crise continue. C'est ce qu'on a vu de façon criante avec la crise des banques japonaises dans les années 90. Le Japon a commencé à en sortir quand il a vraiment su le montant des créances douteuses, qui est resté longtemps incertain. Que pensez-vous, de l'ingénierie financière, et notamment d'un certain nombre de produits hautement volatiles ou dangereux, comme les CDS par exemple, Credit Default Swap? Est-ce que ça n'est pas quand même une tendance difficile à enrayer, que cette ingénierie financière, et que la sphère financière a pris totalement son autonomie, non seulement par rapport aux États, mais par rapport même aux entreprises et aux investissements? Est-ce que vous avez pris la mesure de ce risque? Est-ce que vous avez essayé d'y répondre? Dans les éléments sur lesquels ma réflexion a porté, très clairement non, je me suis intéressé à la séparation des banques, à la sortie de l'euro. Mais la question du risque, c'est la séparation des banques. Mais tout de même, sur un produit comme les CDS que vous citez, il y a un problème logique majeur, qui est que avoir un produit qui prétend assurer le défaut de paiement d'un État, c'est quand même très problématique, parce que quel assureur ou banquier ou quelle entreprise d'investissement est capable de faire face à la défaillance d'un État? Vous ne proposeriez plus aujourd'hui, Jean-Paul Tisserand, ce système de séparation des activités de la banque? En 2020, non, parce qu'une autre voie a été choisie, comme je le disais tout à l'heure. Elle a été choisie par les autorités françaises, européennes, ça a été le cas également aux États-Unis. A été choisie une voie consistant à renforcer les fonds propres. Parce que, effectivement, on pourrait revenir en arrière en permettant aux banques d'avoir moins de fonds propres et puis en les coupant en trois. Mais on créerait quand même de grands désordres. Et à l'époque, d'ailleurs, j'ai pu concevoir que ce projet n'ait pas été retenu et qu'on ait pu le trouver anxiogène pour les électeurs, parce qu'on leur proposait déjà la sortie de l'euro. La sortie de l'euro plus la scission des banques, c'était peut-être beaucoup. Alors ce qu'on oublie parfois, c'est un petit rappel historique, je crois que ce serait pas mal de le faire, c'est que finalement la Banque universelle, elle est née dans les années 80, sous l'impulsion de monsieur le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Pierre Bérégovoy, dans le gouvernement Fabius. Ce qui est quand même tout à fait énorme quand on pense qu'il s'agissait, je crois, de socialistes. Bon, je crois que tout est dit.
On va terminer cette deuxième partie par cette question. Jean-Paul Tisserand, vous dites que la réglementation bancaire n'était pas si laxiste que ça en 2008 et donc aujourd'hui un renforcement de cette réglementation n'éviterait pas le pire. Si on va jusqu'aux extrêmes, c'est-à-dire au scénario catastrophe du défaut de paiement d'un ou plusieurs États, on peut en effet avoir les plus sérieux doutes, oui. En période de croisière... À quel État pensez-vous ? On voit bien que pratiquement tous les États d'Europe du Sud sont quand même menacés par ce risque, en particulier bien sûr l'Italie, oui, qui en est maintenant au niveau d'endettement sur PIB, sur produit intérieur brut, auquel était la Grèce juste avant la crise grecque de 2011. Hein. Et la totalité de la dette italienne est détenue maintenant dans le bilan de la BCE. C'est le vrai maître de la dette italienne. La BCE, la Banque d'Italie détient l'essentiel quand même. La dette a été délocalisée auprès des différents pays européens. Ce qui là est quelque chose de rassurant, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'est un moindre mal. L'assouplissement quantitatif a quand même limité les risques de catastrophe. Alors, vous avez parlé de l'assouplissement quantitatif. Nous allons donc parler, le fameux QI, nous allons donc parler inévitablement en dernière partie de l'euro, de sa sortie possible. Mais oui. Pour commencer cette troisième et dernière partie sur le plan de sortie de l'euro qu'avait proposé notre invité Jean-Paul Tisserand, j'aimerais vous citer en substance la mise en œuvre de la sortie de l'euro et une forte augmentation des dépenses publiques telles que prévues par la direction du Front National, sans pour autant permettre à la Banque de France d'acheter massivement de la dette publique française, aurait conduit le pays, au défaut de paiement. Oui. Là, vous parlez de la toute dernière version du programme économique du Front National qui avait été concocté par les Horaces, mais vraiment quasiment à la dernière minute avant l'élection. Effectivement, avait été sorti des documents finaux le plan de désendettement, ce qui avait été conçu comme un plan de désendettement par Bernard Monod, en liaison avec la sortie de l'euro, qui était tout simplement un assouplissement quantitatif. Sauf que c'était la Banque de France qui jouait le jeu, et non plus la Banque Centrale Européenne, qui rachetait les actifs aux banques pour leur permettre de disposer de liquidités pour continuer. Alors finalement, transfert des compétences de la BCE à la Banque de France. Oui. Bon. Alors, c'est une toute petite partie, évidemment, de la question de l'euro. Oui. Parce que vous préconisez donc l'euro, monnaie commune, et non pas monnaie unique. Oui. Et justement, vous avez reproché à Marine Le Pen de ne pas avoir su expliquer correctement le concept de cette monnaie commune lors de l'entre-deux tours. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant ? Manifestement, elle n'a consulté personne. C'est dommage parce qu'elle avait tous les éléments sous la main, sous forme de fiches assez simples et toutes les personnes disponibles. Mais notre mot d'ordre au CAPECO était de remplacer l'euro-monnaie unique par l'euro-monnaie commune. Alors de quoi s'agit-il ? On peut voir derrière l'expression monnaie commune, deux formules principales. La première aurait été très simple et très rapide à mettre en œuvre. Il existe aujourd'hui, chose très peu connue, ce qu'on appelle le mécanisme de change Euro 2, le MCE2, qui est issu de l'accord du 16 mars, je ne sais plus, 2006, dont fait partie le Danemark, je crois que la Bulgarie maintenant en fait partie. C'est un sas, quand on y entre, on s'engage à entrer dans l'euro, sauf le Danemark qui a une dérogation. Et c'est quelque chose de très proche de l'ancien système monétaire européen, avec des marges de fluctuation. C'est le SME. On aurait pu négocier l'entrée de la France dans le MCE2, évidemment, en gommant sa nature de sas vers l'euro, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Mais on aurait pu négocier ça très rapidement, en une nuit. D'ailleurs, le projet d'accord, je l'avais rédigé, j'avais modifié le texte de l'accord tel qu'il existe. Tout était prêt, ça pouvait se faire très rapidement et très facilement, et nos partenaires auraient accueilli, évidemment,
D'une façon générale, ils n'auraient pas été heureux de tout ça, bien sûr. Mais ils auraient accueilli cette proposition à bras ouverts parce que tout de même, c'eût été une manifestation de création et de bonne foi de notre part, une volonté de construction, Exactement. une volonté aussi de montrer que nous n'allions pas vers la sortie de l'Union européenne. Nous sortions de l'euro, mais sans sortir de l'UE, c'est ce que nous voulions faire au Capeco, et nous ne voulions pas la guerre d'échange. La sortie de l'euro se serait soldée immédiatement, ou quasi immédiatement, par une dépréciation du change, peut-être de 15% dans ces eaux-là, puisque le FMI considérait qu'il y avait un différentiel de productivité de 20% entre la France et l'Allemagne. Comme nous avons d'autres partenaires que l'Allemagne, ça aurait été sans doute un peu moins, mais compte tenu des incertitudes, peut-être que ça aurait été 20%. Enfin, en tout cas, environ ça. Plus pessimiste. J'ai vu des dépréciations du franc, du nouveau franc, à 30 ou 40%. Mais quelles auraient été les conséquences de cette dépréciation du nouveau franc de 20%? C'est le chiffre que vous donnez dans votre ouvrage. Oui, mieux vaut se caler sur 20% parce qu'en effet, il y aurait eu des incertitudes, les marchés auraient été méfiants. Eh bien, que se serait-il passé? Il y aurait eu une hausse de la compétitivité française, et puis ce qu'on appelle dans le jargon des économistes le phénomène de la courbe en J, c'est-à-dire que dans un premier temps, le solde commercial se dégrade parce que la baisse de la monnaie nationale fait que les importations sont plus chères, et dans un second temps, la demande de produits étrangers diminue parce qu'on les remplace par des produits français. Et à l'exportation, les produits français devenant plus compétitifs sont davantage achetés. C'est un processus qui prend un an ou deux. Il a pris environ un an lors des dévaluations de 58 et de 69. Je tablais plutôt sur 2 ans par prudence et puis parce que nous serions partis tout de même avec un état de méfiance des marchés. La France aurait fait peut-être cavalier seul. Je pense qu'elle aurait entraîné d'autres pays, mais la situation au début aurait été un peu difficile à gérer. Mais avec des propositions constructives comme celle dont je viens de vous parler, et puis un ministre des Finances compétent, la confiance aurait pu s'instaurer, je crois. Alors, si on a le temps, je peux vous parler de la seconde option de monnaie commune. C'est important, mais je vais vous consoler un petit peu. Mon député de circonscription, républicain, fait une belle plaquette. L'euro, il faut le défendre. Notre monnaie commune. Je lui ai fait une lettre ouverte que j'ai publiée. Monsieur le député, c'est une monnaie unique, ce n'est pas une monnaie commune. Vous comprenez? Alors, oui. Il était... C'était un pharmacien. Il s'y connaît très certainement en pharmacie. Je connais pas très bien les médicaments. Moi non plus. Voilà. Donc, Mais alors, il faut bien dire à nos spectateurs que la sortie, évidemment, la monnaie commune permet évidemment d'éviter, c'est la variable d'ajustement. Ça évite que l'ajustement de compétitivité se fasse sur l'emploi, au détriment des Français, au détriment de l'emploi des Français, ou qu'elle se fasse par la fiscalité éventuellement, avec un différentiel fiscal, avec par exemple les bénéfices pour l'Irlande à 12,5% de l'imposition. Voilà, c'est ça, le bénéfice de la monnaie. Je me trompe? Non, bien sûr que non. Le bénéfice de la monnaie commune. Et un différentiel de coût s'était créé au fil du temps, depuis presque 20 ans de monnaie unique, évidemment. Et c'est ce différentiel qui aurait disparu, mais ensuite, en proposant d'adhérer à un système monétaire européen refondé, avec des marges de fluctuation, il aurait été bon de montrer que nous ne voulions pas la guerre d'échange permanente. Voilà. Nous voulions une dépréciation une bonne fois pour toutes, et ensuite ce qu'on a appelé dans le cadre du SME des taux de change stables mais ajustables, avec une possibilité de déprécier de temps en temps quand ça paraît réellement inévitable, comme on l'a fait jusqu'en 93. Concernant la dette, contrairement à ce que certains affirment, vous estimez qu'elle pourrait sembler, la question de la dette, qu'elle soit privée ou publique, qu'elle pourrait sembler problématique suite à une sortie de l'euro? C'est la question majeure qu'aurait posée déjà à l'époque une sortie de l'euro. La question était difficile à cerner parce qu'il fallait voir les documents d'émission de chaque tranche d'émission obligataire, voir en quelle devise les titres étaient libellés, est-ce qu'il y avait possibilité de les rembourser dans une autre devise. Que se passe-t-il en cas de sortie de l'euro? Il y aurait eu manifestement une différence majeure entre le cas dans lequel l'euro
aurait purement et simplement disparu suite à la sortie de la France parce que le système aurait implosé, et le cas dans lequel l'euro se serait maintenu, par exemple en Europe du Nord. Je pense, on a beaucoup parlé de la lex monetae, on rembourse sa dette dans sa propre monnaie, mais est-ce qu'on la rembourse, quand bien même ce serait le cas, est-ce qu'on la rembourse dans le cours initial, c'est-à-dire le cours officiel qui a été gelé en 1999, 1 euro vaut 6,56, je vous passe les X décimales, francs, ou bien est-ce qu'on se serait calé sur le cours après dépréciation initiale, après sortie de l'euro? Je suis convaincu qu'au final, tout cela aurait été question de passage devant des cours d'arbitrage, et ce serait réglé au niveau politique également avec les agences de notation, parce que considérer que la France aurait été en cessation de paiement parce qu'elle aurait simplement renégocié non pas le montant de sa dette mais les conditions de remboursement, aurait été quand même un tel séisme que je crois que les agences notation y auraient réfléchi à 2 fois. Là, il y avait un réel problème, mais qui était, je pense, surmontable, parce qu'au pire, on se trouvait avec une dette qui était de l'ordre de 95% du PIB. Elle aurait augmenté, mais vraiment au pire, je pense qu'on aurait pu l'éviter. Eût-elle augmenté de 10 ou 15%, la situation aurait encore été tenable. Aujourd'hui, il y a une différence majeure, c'est que depuis la crise du coronavirus, la France est entrée dans le Club Med, le club des pays d'Europe du Sud les plus endettés. Oui, si vous préférez. 130%. Donc aujourd'hui, si nous sortions de l'euro, il y aurait un risque de défaut de paiement immédiat. Ce qui fait que d'une façon générale, je ne suis pas optimiste, parce que s'il y a une sortie d'un État quelconque de l'euro, je suis convaincu que ça ne peut plus se faire que de façon chaotique. Nous avons toujours préconisé la sortie concertée. Votre nous voulions schéma éviter ça, justement. est un schéma concerté. Et est-ce que le schéma concerté est encore possible aujourd'hui? Je crains donc que non. Mais en revanche, alors, comment voyez-vous le rôle de la Banque Centrale Européenne dans l'analyse du schéma concerté? Quelles seraient ses prérogatives? Qu'est-ce qu'elle devrait abandonner? Est-ce qu'elle abandonnerait le QI, la planche à billets, disons, le rachat d'actifs des banques? Alors, l'hypothèse de la sortie concertée n'est plus vraiment, plus du tout, à mon avis, de saison, mais je vois votre question aussi dans l'optique où, pour le cas où un pays serait amené à ne plus participer à l'assouplissement quantitatif. Ça n'est pas une pure hypothèse d'école, on en a parlé pour l'Allemagne. Exactement. Et puis, c'est remonté, c'est descendu sous la surface, mais ça peut revenir à la surface. Monsieur Weidmann, qui est le président de la Banque centrale allemande, n'a pas rendu les armes. Non. La Cour de Karlsruhe a laissé tomber l'affaire du quantitative easing, mais Weidmann et bien d'autres ne vont pas se laisser faire. Oui, de toute façon, les critères de la Cour font que rien n'est jamais acquis définitivement, puisque pour une période donnée, il faut examiner si les justifications existent. Donc la Cour a examiné ce qui s'est passé, mais il reste un point d'interrogation permanent pour l'avenir. Et Madame Lagarde continue à faire du quantitative easing. Oui, et elle n'a pas le choix. Vous évoquiez, on va voir après. Excusez-moi, vous évoquez, Jean-Paul Tisserand, en cas de sortie aujourd'hui de la France de l'euro, un défaut de paiement, ça veut dire quoi concrètement, le défaut de paiement? Un défaut de paiement, c'est bien simple. Il y a 2 manières d'y faire face, mais elles sont toutes les 2 extrêmement problématiques. La première, c'est le financement monétaire, c'est la planche à billets. Voilà. Après, il peut y avoir différents ordres de grandeur de planche à billets. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on aurait forcément Weimar ou le Zaïre des années 90. Mais c'est tout de même très problématique. Et l'autre manière d'y remédier, l'autre conséquence plutôt, ça n'est pas un remède, c'est d'enlever de réduire à hauteur d'une certaine proportion toutes les dépenses publiques, c'est-à-dire que
les prestations sociales, tous les revenus issus de la sphère publique seraient réduits, par exemple, de 20%, de 30%. Et là, on irait sans doute vers de graves troubles insurrectionnels. Hein. C'est le schéma grec. Oui. C'est ce qui s'est passé en Grèce. En Grèce. Réduction des retraites, réduction des salaires des fonctionnaires, vente des bijoux de famille. Oui. Et la Grèce s'en est trouvée tiers-mondisée. Mais chez nous, au-delà de ce point, bon, nous partons d'une situation économique qui est quand même bien supérieure à celle de la Grèce. Mais la société française, pour toutes les raisons qu'on connaît, est extrêmement fragile. Quand on a vu ce qu'on a vu avec la crise des Gilets jaunes, on peut s'attendre à des troubles insurrectionnels majeurs et sanglants en cas de scénario à la grecque en France. Alors, l'autre scénario, à savoir défaut de paiement, donc inflation très forte, consécutive, mais à ce moment-là, la dette va fondre. Oui. C'est ce qu'essaye de faire la BCE d'ailleurs. Ça ne réglerait pas, de toute façon, on aurait un défaut de paiement, ça ne réglerait pas le problème de la dette. Il faudrait renégocier. Un défaut de paiement, c'est ça, c'est quand on n'arrive pas à payer. Et effectivement, la Grèce arrive à payer sa dette. Pourquoi ? Parce que les autres États européens lui ont prêté des fonds et parce qu'on a exigé d'elle des mesures d'austérité sans précédent. Sans précédent. Sans précédent. Jean-Paul Tisserand, je rappelle le titre donc de votre ouvrage, Front National, un économiste militant dans la tourmente, dans les coulisses de la défaite de 2017. Merci d'être venu sur notre plateau, Olivier. Et merci de vos éclairages pertinents, car vous connaissez notre sujet. Et merci pour votre invitation. Merci.